On est donc maintenant à 1h30 de cette intervention du chef de l'État. On croyait en avoir fini avec ce genre d'allocution solennelle et il faut bien le dire assez peu réjouissante. Mais le variant Delta est donc venu jouer les troubles faits en ce début d'été. Résultat, on va donc avoir droit à de nouvelles obligations, de nouvelles interdictions, de nouvelles restrictions, des notions qu'on commence à connaître mais auxquelles on ne s'habitue pas. Alors quel scénario possible, quelles conséquences? On va en parler avec nos invités dans un instant. D'abord les derniers éléments avec Solène Boisset. Il devait exposer les derniers axes de son quinquennat, mais le Covid a une fois de plus rabattu les cartes. Face à la reprise de l'épidémie due au variant Delta, 4 à 6 fois plus contagieux, Emmanuel Macron devrait annoncer de nouvelles mesures pour éviter le même scénario que l'été dernier. En premier lieu, le chef de l'État devrait annoncer la vaccination obligatoire pour certaines professions, notamment le personnel médical. Cette mesure devrait être bien reçue car elle fait l'objet d'un consensus politique, à l'exception du RN et de la France Insoumise. D'autres estiment qu'elle arrive un peu tard. Nous avons plaidé à la Fédération hospitalière de France pour que la vaccination soit obligatoire pour tous les publics qui prennent en charge les personnes les plus fragiles. Donc évidemment les publics soignants, mais pas que. Donc ça veut dire que là, le gouvernement a trop tardé pour vous? Là, sans doute, on a fait preuve, effectivement d'une certaine... on a pensé que tout le monde allait se précipiter, se faire. Donc c'était une erreur de ne pas la rendre obligatoire plus vite? Moi, je pense qu'on aurait dû le rendre obligatoire. Ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Les soignants ont déjà un certain nombre de vaccins qui sont obligatoires. L'autre dispositif envisagé par le président de la République serait l'extension du pass sanitaire. Ce nouveau sésame pourrait être imposé dans des lieux réunissant moins de 1000 personnes et même étendu aux lieux fermés comme les restaurants ou les cinémas. On peut également s'attendre à des annonces concernant les frontières, notamment avec l'Espagne où la situation sanitaire se dégrade, ou encore à la fin de la gratuité complète des tests PCR. Enfin, le chef de l'État donnera le cap des 10 derniers mois de son mandat. Emmanuel Macron est très attendu sur la réforme des retraites, jusque dans ses rangs. Juste après son allocution, il recevra à l'Élysée tous les parlementaires de la majorité. La dernière fois, c'était en février 2020, juste avant l'arrivée à l'Assemblée nationale de ce projet de loi controversé. Avec nous pour le grand débat de LPL en direct ce soir, Éric Delannoy, bienvenue. Vous êtes économiste, président du cabinet Tenzing Conseil. Thierry Amouroux, bienvenue. Vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers CFE-CGC. Vous êtes vous-même infirmier à la PHP. Jean-Pierre Thierry est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes médecin spécialisé en santé publique, conseiller médical de France Assos Santé. Et avec nous à distance, Jean-Philippe de Rosier. Bienvenue à vous. Jean-Philippe, vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille et membre de l'Institut universitaire. Merci à tous les quatre. Thierry Amouroux, ça semble assez clair ce soir, sauf grande surprise, mais c'est possible. Le chef de l'État devrait rendre obligatoire la vaccination contre le Covid pour les soignants. Comment vous voyez cela? Est-ce que vous craignez que cela braque une partie des soignants qui vous entourent, que vous connaissez? Non, parce que se vacciner pour protéger nos patients les plus fragiles, c'est déjà un impératif moral, une obligation déontologique. Et contrairement aux chiffres partiels avancés par le gouvernement, c'est le cas de la très grande majorité des soignants. Quels sont vos chiffres alors? Alors, vous avez déjà le point épidémiologique Covid-19 numéro 64 du 20 mai de Santé publique France, page 51, qui dit que les professionnels de santé identifiés dans la base vaccin Covid serait 91% avec au moins une dose, mais il y a des retraités, des professionnels de santé retraités dans cette liste. Et par ailleurs, le 1er juillet, vous aviez un article du Monde sur la vaccination des soignants qui précisait que les données utilisées par le gouvernement viennent des services de médecine au travail des hôpitaux, donc des données partielles qui ne tiennent pas compte des soignants vaccinés en ville parce qu'ils étaient bénévoles ou vacataires dans des centres de vaccination. Vous êtes en train de nous dire que depuis des semaines, on parle de la non-vaccination de beaucoup de soignants à tort. C'est un fantasme. Eh bien, écoutez, dans cet article du Monde, le journaliste précisait, c'est le cas pour l'hôpital Paul Doumer, cet établissement spécialisé en gériatrie de la PHP situé dans l'Oise. Sa direction recense 3 fois plus de vaccinés parmi ses effectifs que les décomptes réalisés par l'AP-HP, parce qu'encore une fois, la médecine du travail ne sait que ce qu'elle sait qu'elle a fait elle-même. Mais lorsqu'on se vaccine en ville parce qu'on anime un centre de vaccination ou parce qu'on a trouvé une plage disponible ou parce qu'on est soi-même porteur de maladies chroniques et vacciné comme tel,
Eh bien, il n'y a pas eu un recensement fait par l'hôpital disant tous ceux qui n'ont pas été vaccinés par la médecine du travail, envoyez-nous un justificatif comme quoi vous avez été vacciné ou pas. Donc, et le Canard enchaîné a allumé justement le gouvernement dans son numéro du 7 juillet sur ces données totalement fantaisistes. Vous nous apportez quand même des éléments assez intéressants ce soir. Jean-Pierre Thierry, vous disposez des mêmes informations. Pour vous, c'est un faux problème cette vaccination des soignants. En fait, ils sont pour la plupart déjà vaccinés. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron, quand il va prendre la parole dans 1h30, annonce la vaccination obligatoire des soignants, il se trompe complètement de sujet? Non, on n'avait pas tout à fait les mêmes données, mais bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Non, on est parti aussi de la réflexion sur les EHPAD, où on voit qu'il y a un gradient de vaccination en réalité. Tous les médecins sont vaccinés, tous les infirmiers sont vaccinés. Par contre, au niveau des aides-soignants et du personnel support, le taux de vaccination est en fin de compte assez faible. Je dirais même qu'en fonction de la démographie des gens qui viennent visiter les résidents en EHPAD, on arrive à une situation où les visiteurs sont presque plus vaccinés qu'une partie du personnel. Donc de ce côté-là, il y a un vrai problème. Alors dans les professions réglementées qui ont des ordres, nous on considère qu'il y a une obligation déontologique parce qu'on le rapproche des autres obligations vaccinales qui existent déjà, et notamment qui protègent de maladies qui sont sous contrôle. Or, il se trouve que la maladie Covid-19 n'est pas encore tout à fait sous contrôle. Donc, on ne vient pas sur l'intérêt de la vaccination. Donc, au niveau France Asso Santé, qui représente les associations, c'était plutôt dit favorable à l'obligation vaccinale dès mars 2021. Pour les professionnels de santé au contact des personnes vulnérables. D'accord. Et je rajoute ce qui n'empêche pas de comprendre qu'il peut y avoir des problèmes de ressources humaines aigus dans ce secteur. Et donc, puisqu'on a aussi parlé du risque de démission. Oui, on va y venir. On en parlera avec Jean-Philippe de Rosier dans un instant. D'abord, Éric Delannoy, il se dit qu'au gouvernement, on réfléchit même à une vaccination au sens large des soignants, en comptant, en y intégrant les pompiers, les aidants, le service à la personne dans son ensemble. Ce serait une bonne chose, selon vous, si Emmanuel Macron annonçait ça ce soir? Je pense que politiquement c'est risqué parce que on considère que toute décision forte est une décision qui peut braquer, c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure. Alors moi je pense qu'à un moment l'autorité de l'État c'est aussi savoir prendre des décisions dans l'esprit de la protection des citoyens. Et dans l'esprit de la protection des citoyens, on ne peut pas aller vers une vaccination générale parce que ça n'a pas de sens, comment on pourrait le faire. Donc il y aura d'autres aspects, on le verra tout à l'heure sur le pass sanitaire, mais on pourrait imaginer d'étendre ça non pas seulement au personnel soignant au sens large comme vous l'évoquez, mais au personnel en contact avec le public. Je veux dire, moi, je pense aux professeurs, notamment. Je pense aux taxis, je pense aux conducteurs de bus. Tous ceux qui sont dans des professions... On pourrait élargir aux commerçants. Oui, alors le problème des commerçants, c'est toujours pareil. Tous ceux qui ne répondent pas d'une autorité ou d'un ordre pour lequel il peut y avoir une injonction avec les notions de faute professionnelle, sur lequel donc il y a une pression possible, ça va être compliqué. Un commerçant, c'est un indépendant, comment vous allez l'obliger à se vacciner? Si ce n'est peut-être sur des problématiques de déclaration, mais alors là, la déclaration, ça prend des symboles qui sont extrêmement compliqués politiquement. Mais en tout cas, les professions qui répondent à un ordre, ou qui sont sous des autorités, on va dire, de corps intermédiaires légitimes, ceux-là, il faut qu'on les convoque et qu'on puisse potentiellement, effectivement, en faire une faute professionnelle. On parlait on parlait de moralité tout à l'heure. C'est un point très important pour qu'on puisse se sortir de cette crise. Jean-Philippe de Rosier, voyons justement ce qui est faisable avec vous sur le plan juridique et constitutionnel. Contraindre, est-ce possible? Faut-il une loi? Et évidemment, ça veut dire sanction si on oblige quelqu'un à faire quelque chose. Est-ce qu'on peut sanctionner légalement des soignants qui refuseraient de se faire vacciner? Et qu'est-ce qu'on fait si on a une 4e vague et qu'on a besoin des soignants? Alors, il y a beaucoup de questions dans la question. Effectivement, sur le plan juridique, l'obligation vaccinale existe déjà, qu'elle soit totale. Il y a des vaccins obligatoires pour les enfants en bas âge ou pour qu'elle concerne une catégorie de personnes, les soignants en particulier, qui connaissent certains vaccins obligatoires. Donc oui, il est tout à fait envisageable, déjà sur le plan du droit, de rendre le vaccin obligatoire seulement pour les soignants ou pour des personnes, en tout cas subordonnées à une hiérarchie, a fortiori une hiérarchie entre guillemets publique, une hiérarchie d'État, c'est-à-dire un certain nombre de fonctionnaires qui relèveraient du service public. Je pense bien sûr aux enseignants qui ont été évoqués tout à l'heure ou aux forces de l'ordre qui sont en contact avec le public. La question ensuite, lorsque l'on rend quelque chose obligatoire de façon générale,
général, et j'anticipe peut-être sur un débat que l'on aura une autre fois ou tout à l'heure, si on devait le rendre obligatoire pour toute la population, c'est contrôler cette obligation. On peut le rendre obligatoire sur le plan du droit, mais comment est-ce qu'on contrôle, on s'assure qu'effectivement l'obligation est remplie? Et là, ça vient d'être pointé du doigt. Lorsque on n'est pas soumis à une hiérarchie et qu'on ne peut pas être passible de sanctions dans le cadre de sa profession, du non-respect de l'obligation, ça soulève inévitablement des difficultés. On ne va pas venir avec les forces de l'ordre prendre tout le monde et pour leur injecter le vaccin de force. Ça me paraît un petit peu disproportionné, et y compris sur le plan du droit, je pense que ce serait un recours à la force qui serait disproportionné. Donc c'est la faisabilité de cette obligation qui pose un petit peu question, et en effet commencer en tout cas par personnel, donc les soignants, éventuellement certains personnels de l'administration comme les enseignants, peut être une solution. Même si, de façon générale, et j'en terminerai par là, avoir plutôt une pédagogie, un encouragement et expliquer en quoi est-ce qu'il est indispensable de se faire vacciner pour la collectivité, pour des raisons de santé publique, me semble toujours préférable plutôt qu'une obligation pure et simple. Et on apprend à l'instant de sources parlementaires qu'un texte sera bien déposé lors du prochain Conseil des ministres, le 19 juillet, c'est-à-dire donc lundi prochain, sur la vaccination obligatoire des soignants. Thierry Amouroux, les soignants se sentent-ils stigmatisés et certains ont-ils l'intention de claquer la porte si on les obligeait à se faire vacciner ? Alors, deux choses. Un, ils se sentent stigmatisés, oui, depuis 8 jours, où on traîne dans la boue les soignants en prétendant que la moitié ne serait pas vaccinée, ce qui est faux. Je vous ai donné les vrais chiffres. Donc, effectivement, ça énerve, ça agace les soignants. Ensuite, pour ce qui est des départs, il n'y a pas des gens qui vont partir pour ce motif de vaccination. Par contre, il y a une vague de départ qui est en cours. Il y a des burn-out à cause de la crise sanitaire ou... Alors, il y a déjà eu une première vague de départ importante l'été dernier, où on était passé de 7500 postes infirmiers vacants en juin à 34 500 en septembre. Et que l'on retrouve là cet été parce que jusqu'au 1er juin, avec les plans blancs, il n'était pas possible de quitter l'hôpital. Et pourquoi les gens s'en vont ? Mais parce que nous sommes dans le seul pays du monde qui continue de fermer des lits en période épidémique. Donc là... Les soignants n'en peuvent plus. Il faut bien comprendre que la charge en soins ne fait qu'augmenter. Lors de la première vague, nous avions dans les services de soins intensifs, les salles Covid, 6 patients par infirmière. Ces derniers mois, nous étions à 8 patients par infirmière. Donc la charge ne fait que s'aggraver. On a moins de lits, on a moins de personnel qu'avant le Covid. Et parce que le gouvernement continue à fermer des lits. Au niveau les parlementaires ont voté en décembre dernier une loi de financement de la sécurité sociale qui supprime 1,4 milliard aux hôpitaux pour faire des économies. Et on fait des économies sur la masse salariale et donc on ferme des lits. Et vous avez parlé de stigmatisation. Jean-Pierre Thierry, c'est vrai qu'il y a eu des mots forts ces derniers jours. Encore hier dans le journal du dimanche, je pense à Bernard Kouchner avec cette phrase qui est un petit peu dure peut-être pour les soignants. La vaccination n'est pas un sujet personnel, dit-il. La refuser, c'est une trahison et il faudra une loi. Est-ce que c'est vrai qu'on les stigmatise un peu, ces soignants ? Non, alors il peut y avoir les obligations déontologiques. Après, en fin de compte, il y a un malaise persistant dans le système de santé français, mais ça c'est habituel. Mais il y avait une vraie crise, notamment à l'hôpital public, avant l'épidémie. En fait, donc moi je ne sais pas si c'est vraiment lié au niveau de lits ou au niveau des lits, au niveau des dépenses, puisqu'au passage les pays qui ont appliqué des stratégies zéro Covid n'ont pas eu à avoir des surcapacités d'accueil. Donc ça c'est. Mais il y a un projet plus général de management et d'organisation à mon avis et de suradministration de ce secteur. Par exemple, on peut discuter de la grille salariale unique sur toute la France pose problème et les fuites peuvent être constatées principalement là où les loyers sont très cher. Mais ce que je retiens de ce que dit M. Amouroux, il faut vraiment l'entendre, c'est ou ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire c'est le niveau de burn-out et de lassitude. Et au-delà de la vaccination, parce que même si on l'accélère, en fin de compte, les effets ne seront pas efficaces pour freiner la 4e vague, parce qu'on est au début de la 4e vague. Et donc il est très important de la freiner, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Encore que si on regarde ailleurs, comme beaucoup de gens peuvent être contaminés, on pourra avoir des gens jeunes qui vont
être hospitalisés, y compris en réanimation. Et ça serait à la fois au plus mauvais moment pour ces raisons de burn-out, pour des problèmes, c'est que l'ensemble du personnel ne sera pas là parce qu'il a le droit légitimement de prendre des vacances. Et je terminerai juste en disant que ça risque d'être extrêmement critique sur les lieux de vacances où on va retrouver beaucoup de gens avec des capacités hospitalières qui ne sont pas du tout, évidemment, au niveau voulu si jamais on a une 4e vague d'évolution rapide. Je voudrais juste terminer en disant que ce soit les chiffres de la Hollande ou les chiffres des Pyrénées-Orientales, on n'a jamais eu une croissance aussi rapide du nombre de cas dans les 15 derniers jours. C'est-à-dire en Hollande et aussi bien en Pyrénées-Orientales, on a une multiplication par 8 du nombre de cas en une semaine. Alors certes, ça ne porte pas les gens les plus vulnérables, mais si énormément de gens sont touchés, y compris de moins de 50 ans, on aura potentiellement, on va le savoir dans 2-3 semaines, une augmentation des hospitalisations et donc des contraintes qui se poseront encore plus sur le personnel qui est déjà quand même dans un état... difficile. Alors, a priori, ce soir, Emmanuel Macron n'ira pas jusqu'à rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent en ce sens. Je pense à Michel Barnier, hier sur LCI, je le cite. « Cette vaccination, c'est la clé pour sortir de cette crise. Il faut rendre cette vaccination obligatoire pour tout le monde, nous dit-il. » Ce matin, sur Public Sénat, Frédéric Valtou, qui est président de la Fédération hospitalière de France, est allé lui aussi dans ce sens. Écoutez. Titre personnel, si ce soir, le président de la République annonce qu'il va organiser une vaccination obligatoire pour tous les Français dans des modalités qui restent à définir, bien sûr, ça peut pas être du jour au lendemain, mais moi ça ne me choquerait pas, parce qu'effectivement, là aussi, quand on a tous des vaccins qui sont obligatoires, si on veut définitivement et réellement se sortir de cette affaire, il faut aller vers des mesures radicales. On voit bien qu'on va être sinon dans un risque, c'est cette course aux variants. Parce qu'aujourd'hui on parle du variant Delta et qui vous dit que dans 2-3 mois on ne parlera pas d'un autre variant encore plus agressif. Alors pourquoi pas, Éric Delannoy, pourquoi pas la vaccination obligatoire pour tout le monde? Parce que, on l'évoquait, on l'avait commencé à l'effleurer tout à l'heure, je pense que la vaccination obligatoire, elle n'est juste pas opérationnalisable. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire quoi? Comment vous allez attraper les jeunes dans la rue, chez eux, pour aller les amener au centre de vaccination, amener les policiers, enfin, comment on fait pour une vaccination obligatoire? En revanche, il y a d'autres sujets. C'est faisable ou pas? Juste parce que je le vois réagir, Jean-Pierre Théry. Non, mais moi je suis prêt à entendre c'est la même chose sur l'accès à l'école pour les plus jeunes, si vous voulez. Oui, mais le problème, c'est que l'accès à l'école, ça demande du temps. Enfin, je veux dire, on est sur des politiques publiques qui, dans ce cas-là, si on rend la vaccination obligatoire, on risque de prendre des mois à la mettre en œuvre. Elle est déjà pour l'école. Donc, et vous savez que dans les modèles de l'Institut Pasteur, à la rentrée, si jamais on freine pas la 4e vague, ce sera pire. La moitié des contaminations. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de solution. La moitié des contaminations viendront de la population la plus jeune. Donc, le problème aussi, c'est pour ça que même dans le dernier communiqué, nous, France Asso Santé, on demande d'ouvrir la réfléxion sur l'obligation obligatoire, parce que les alternatives aussi... Pardon, mais je connais un petit peu les liens, je connais les problématiques qu'il y a au niveau de la loi, au niveau faire passer des décrets, on va en parler tout à l'heure au niveau c'est des sujets sur lesquels il y aura des recours, etc. La mise en œuvre d'une vaccination obligatoire pour toute la population va prendre, moi je prends les paris, des mois à être opérationnalisé. Le fait de réussir à les mettre dans les centres où on peut accéder aux jeunes, etc., etc. Il y a des manières de faire potentiellement plus faciles et qui auront des effets, on va dire, indirects, peut-être plus immédiats. Première manière, effectivement, on l'a répété et c'est très important, continuer la pédagogie sur lutter contre les fake news autour de la vaccination, faire en sorte de donner le côté positif. Ça suffira pas et on voit qu'il y a un socle de personnes qui n'ont pas envie de le faire. Néanmoins, on est obligé de continuer à rendre la vaccination comme un acte positif. Ça, c'est le premier aspect. Il faut continuer. Deuxième aspect, on arrête les tests PCR gratuits. C'est une anomalie quasiment mondiale d'avoir des tests PCR gratuits, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne se vaccinent pas parce qu'ils ont le test PCR de confort, si je puis dire. J'ai une occasion, je vais faire un test PCR. Avant une soirée, avant un week-end. On met les tests PCR payants. Et troisième aspect, le pass sanitaire dont disposent ceux qui sont vaccinés. On le rend obligatoire pour la plupart des actes qui sont des actes liés à des actes publics. Ça, c'est ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ce soir. Mais bien évidemment, demain, vous mettez un pass sanitaire pour rentrer dans un musée, pour rentrer dans un restaurant, pour rentrer dans une discothèque, pour rentrer dans une école. Alors, l'école, après, je ne sais pas ce que ça impose. Vous allez voir que les vaccinations, elles vont considérablement augmenter. Vous voulez pourrir la vie des non-vaccinés? Ah oui, je veux pourrir la vie des non-vaccinés. Ça, je pense que ça résume assez bien mon état d'esprit. J'en étais sûre. Absolument. On va y venir dans un instant.
instant à cette question du pass sanitaire avec vous, Jean-Philippe de Rosier. D'abord, la vaccination obligatoire pour tous. Je vous cite juste les 3 pays qui l'ont mise en place, et vous le savez probablement déjà. C'est le Tadjikistan, le Turkménistan et le Vatican. C'est vrai que ce serait un peu surprenant que la France s'y mette, non, Jean-Philippe de Rosier ? Oui, à lire ces exemples-là, ça fait un tout petit peu sourire, surtout concernant le dernier qui compte à peine une centaine d'habitants. Pour la plupart, sans vouloir discriminer personne, une population plutôt fragile au regard du Covid. Donc, effectivement, c'est assez logique qu'il y ait eu peut-être cette démarche qui a été prise au Vatican, qui n'est pas une démocratie, il faut le rappeler. Je ne me prononce pas sur le cas des 2 autres pays, mais en tout cas, le Vatican s'est assumé, s'est reconnu comme tel. Pour revenir sur le cas de la vaccination obligatoire pour tous, concernant ce qui avait été souligné par les intervenants dans le débat préalablement, on ne peut pas faire la comparaison avec les autres vaccins obligatoires. On peut faire la comparaison simplement pour dire que sur le plan constitutionnel, poser une vaccination obligatoire, c'est possible, puisque la question a été posée au Conseil constitutionnel en 2015 et qu'il a reconnu qu'effectivement, il était possible d'introduire une vaccination obligatoire. En revanche, concernant l'école, la situation est différente. Quand l'on va à l'école, on doit s'inscrire et pour valider cette inscription, il faut produire effectivement une attestation de vaccination. Comment voulez-vous demain pour un adulte de 35, 40 ou même davantage d'années, à quel titre allez-vous lui demander de produire son certificat de vaccination pour s'assurer que la vaccination a effectivement été opérée si elle devait être obligatoire? Et je ne pense pas que l'on puisse recourir à la force publique pour aller chez les gens et leur demander avez-vous été vacciné? Oui, non, non, alors on vous fait immédiatement une amende, voire on vous emmène de force vous faire vacciner. Ça, ce serait particulièrement excessif et je pense que sur le plan du droit, sur le plan constitutionnel, ça ne passerait pas. Il faut en revanche effectivement avoir une politique vaccinale d'encouragement à la vaccination, c'est ce qu'il faut faire. Pourrir la vie de ceux qui ne sont pas vaccinés, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement, en tout cas en termes d'éléments de langage, la situation et la solution la plus appropriée. Mais effectivement, nous sommes l'un des derniers pays au monde à avoir le test PCR gratuit. Je pense que l'on peut s'en féliciter, puisque nous avons une dynamique sociale très forte, mais peut-être qu'il est venu le temps où il fallait évoluer à ce niveau-là et que supprimer ce test PCR gratuit lorsqu'il s'agit d'un test d'agrément, c'est-à-dire effectivement pour aller à une soirée, au cinéma ou au théâtre, alors le rendre payant, mais lorsqu'il s'agit de vérifier si on est cas contact ou non, là, préserver la gratuité puisqu'il en va d'une exigence de santé publique. Et puis, il faut quand même dire un mot, peut-être pour rassurer certains des téléspectateurs qui nous regardent, que si on devait rendre obligatoire la vaccination, il irait de soi, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel s'était également prononcé sur cette question, qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au vaccin, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles existent, et que évidemment l'obligation ne les concernerait pas, et qu'il y a nécessairement une réserve qui doit être prévue à ce niveau-là. Alors venons-en à ces autres mesures sur lesquelles le chef d'État pourrait s'exprimer ce soir. Il y a la fin des gratuités des tests, vous en avez parlé. Il y a aussi le pass sanitaire élargi, on en a dit 2 mots. Et beaucoup s'y attendent d'un jour à l'autre, à l'image de François Asselin, président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Il était sur France Inter ce matin, écoutez. Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est effectivement le maximum de gens aillent se vacciner. Alors dans tous les lieux publics, ça pourrait être effectivement des lieux de spectacle, des administrations, des galeries marchandes. Vous allez voir très certainement que le pass sanitaire, petit à petit, va être implémenté. Déjà, quand vous voulez prendre l'avion, quand vous voulez voyager, vous acceptez ce pass sanitaire. J'aime mieux vous dire que dans les lieux publics, on finira par y arriver. J'en suis intimement convaincu. Thierry Amouroux, vous pensez qu'on y va tout droit et vous le souhaitez en tant qu'infirmier? Nous, on pense qu'il est plus important de convaincre que de contraindre. Et c'est le travail de terrain qui a été réalisé par les professionnels de santé. On est passé d'une population globalement réfractaire à la vaccination en décembre à la situation d'aujourd'hui parce que sur le terrain, le médecin traitant, l'infirmière de famille ont su expliquer, convaincre, rassurer. Mais le pass sanitaire, le pass sanitaire élargi, vous le mettez
mettez dans la catégorie convaincre ou contraindre? Parce que c'est une contrainte de fait, c'est pas non plus une obligation. Le pass sanitaire élargi, oui, non? Tel que ça se présente, ce serait plutôt une contrainte si c'est dans tout l'espace public. Nous, on préfère travailler sur cette frange de population qui hésite et a besoin d'une vraie discussion, d'un vrai échange avec un professionnel de santé. C'est comme ça que la bascule s'est faite. Il y aura toujours une minorité de réfractaires hostiles, anti-vax, etc. Bon, mais ce qui est important, c'est cette frange de la population qui hésite, qui a des questions légitimes et que l'on peut faire avancer en les accompagnant. Et c'est ça qui nous semble important. Par contre, nous, ce que l'on souhaiterait que le gouvernement fasse de manière très concrète, c'est installer des purificateurs d'air dans chaque salle de classe, dans chaque cantine, dans chaque réfectoire. Parce que ça fait 1 an qu'on se bat, qu'on le réclame et que rien ne se fait, alors que quantité d'autres pays l'ont fait. Ça résout le problème de la contamination par les établissements scolaires, qui est le principal lieu de contamination jusqu'aux vacances scolaires. Jean-Pierre Thierry, le pass sanitaire élargi, oui, pour vous c'est une bonne piste, avec un risque de trafic ou pas? Parce que c'est une vraie question. Peut-être un peu tard, parce que justement c'est l'option qu'a pris le Danemark en attendant de progresser dans la vaccination. Pourrir la vie des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est pourrir la vie de nos enfants au passage, parce qu'ils ne sont pas encore vaccinés. Et je rappelle que pour se protéger du variant Delta, il faut 2 doses. Il faut 14 jours après la 2e dose, donc on en est très loin. Si on a une stratégie de pass sanitaire à la danoise, qui est relativement efficace, il faut distribuer 2 tests gratuits par semaine à tout le monde. D'accord? Donc, moi je dirais pour les PCR, on peut discuter des tests de confort. Mais dire je dérembourse les tests, ça veut dire en fin de compte que beaucoup moins de gens, surtout n'ayant pas les moyens, ne vont pas se tester, donc seront encore moins isolés qu'aujourd'hui. Donc la stratégie danoise, c'est une des stratégies de référence en matière de passe sanitaire. Elle a été mise en amont, elle a été accompagnée. Moi, j'ai peur qu'on soit un peu tard. Et elle s'accompagne, comme en Angleterre, de 2 tests par semaine. C'est vrai ça, Éric Delannoy? Non, mais enfin, on est en train d'affiner quelque chose qui est rendu. Tout à l'heure, on disait pourrir la vie des non-vaccinés. C'était bien évidemment une formule. Je vous ai tendu une mauvaise perche. Mais non, mais c'est pas grave, parce que l'objectif, que ce soit sur des modalités danoises qui semblent effectivement une belle référence ou autre, ça veut dire qu'il faut travailler sur le sujet. Mais il faut qu'on travaille vite sur le sujet. Le principal, c'est que on fasse en sorte que demain, on se vaccine le maximum et qu'on puisse faire en sorte que ceux qui ne veulent pas se vacciner, quelque part, ils perdent quelque chose. Alors après, effectivement, il faut regarder sur les problématiques d'égalité, etc. Donc moi, j'ai pas de problème avec ces sujets-là. Simplement, il faut qu'on avance, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Aujourd'hui, on est dans une course contre la montre. Moi, je n'arrive pas à me mettre dans un schéma alarmiste tel qu'on le voit aujourd'hui, parce que, de nouveau, comme toujours depuis 1 an et demi, on ne prend que le critère qui alarme tout le monde. C'est le nombre de cas, effectivement. On ne voit pas que, malgré cela, même dans les endroits ou dans les pays où le variant Delta est en train de se développer très fortement. On n'a pas une augmentation dramatique des hospitalisations ni des oui, mais le pas encore, on nous l'a dit souvent, et en fait donc effectivement, moi à un moment il faut qu'on puisse aussi être sur des schémas positifs, quoi. Enfin, c'est aujourd'hui on est en train de reprendre une manière de vivre dont tout le monde a besoin. Les chefs d'entreprise ont un moral qui n'a pas été au plus haut depuis 15 ans. Donc on arrive à se dire que quelque part on en sort potentiellement, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Il faut surtout gagner cette course contre la montre, contre la vaccination, mais pas non plus recommencer à faire des messages purement anxiogènes dans la population, parce que ça, c'est destructeur. Le gouvernement y a un peu joué, c'est un peu lui qui agit que chiffon rouge depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas que le gouvernement. La gestion de la 4e vague qui démarre, qui est exponentielle, qui est très rapide, comme dans d'autres pays, c'est pas la vaccination qui va la résoudre. Parce que la vaccination, il y a un délai pour qu'elle fonctionne. Donc le problème du gouvernement, qui est extrêmement compliqué, c'est en fin de compte de casser la progression de cette 4e vague. Et vous savez, le 19 juillet, le jour de la liberté Johnson, ça devient un enjeu politique énorme, parce que la projection fait qu'on attend 100 000 cas par jour. Et ce que disent les médecins anglais, à 100 000 cas par jour, il y aura 10% de Covid long qu'il faudra prendre en charge dans le
système de santé anglais. Et comme à Leeds, on commence à déprogrammer des interventions chirurgicales à Leeds, c'est-à-dire dans les régions les plus touchées, parce que ça va rester très hétérogène. Donc la grande erreur à faire, c'est de penser, j'entends sans arrêt on parle de vaccin, mais le vaccin, il faut le pousser pour septembre-octobre. Le problème qu'a le gouvernement aujourd'hui, c'est de casser cette 4e vague qui, dans les pays qui ont trop libéré, est exponentielle à un niveau qu'on n'a jamais vu avant. Jean-Philippe de Rosier, peut-être pour conclure, on n'est plus en état d'urgence sanitaire, c'est un point que vous connaissez bien, on est dans une période transitoire, c'est ça? Ça veut dire que quoi qu'annonce Emmanuel Macron ce soir, finalement tout est faisable, tout peut passer par un texte de loi? Alors, en effet, vous l'avez dit, nous ne sommes plus formellement dans un état d'urgence sanitaire. Maintenant, on est dans un régime hybride, une forme d'état d'urgence qui ne dit pas son nom, puisque depuis la loi du 31 mai et jusqu'au 30 septembre, certaines mesures dérogatoires au droit commun sont toujours applicables, même si ça ne s'appelle pas état d'urgence sanitaire d'un point de vue formel, ça y ressemble quand même assez fortement. Il est possible à tout instant, y compris ce soir, de décréter à nouveau l'état d'urgence. Pour décréter l'état d'urgence, il suffit d'un décret en Conseil des ministres on se souvient, le soir du 13 novembre, il a été immédiatement décrété. Alors, il faut des éléments pour le justifier, mais si le gouvernement dispose de ces éléments sur lesquels il n'a pas encore communiqué, il peut à tout moment décider de recourir à nouveau à l'état d'urgence sanitaire. Je pense qu'il est préférable de l'éviter et je crois que précisément le gouvernement essaye de s'inscrire dans cette démarche de ne pas devoir revenir à des mesures restrictives à nouveau de liberté, d'enfermement, de confinement, de couvre-feu, autant qu'on le peut. Il faut éviter cela parce que déjà, d'un point de vue pour la collectivité, ce n'est pas très agréable et en plus, sur le plan des libertés, donc vraiment sur le plan du droit, il vaut mieux essayer d'éviter le plus possible de restreindre les libertés. Si cela peut passer par un encouragement de la politique vaccinale, par la pédagogie, je pense qu'effectivement, il vaut mieux encourager que contraindre. C'est toujours préférable. Maintenant, effectivement, tout est question d'équilibre. Lorsque l'on déploie un nouveau dispositif juridique, il doit s'inscrire dans le cadre des principes constitutionnels et il faut là trouver le juste équilibre entre dans ce qui nous concerne, un objectif qui est la protection de la santé publique, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, et les restrictions aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Et donc, concernant ce pass sanitaire, puisque c'est là l'objet, son élargissement, oui, jusqu'où? Je pense qu'un élargissement total, c'est-à-dire vous devez produire un pass sanitaire dès que vous sortez de chez vous, là, pour le coup, ce serait excessif, parce que ce serait presque revenir à un pseudo-confinement. En revanche, trouver un juste équilibre qui est que lorsque vous vous rendez dans des lieux publics clos d'agrément, si j'ose dire, c'est-à-dire aller au restaurant, aller au cinéma, au musée ou au théâtre, qui ne sont pas des lieux nécessaires pour vivre, contrairement par exemple à un supermarché, j'en ai besoin pour aller faire mes courses. Là, on est effectivement dans un juste équilibre qui me paraît constitutionnellement tout à fait faisable et possible. Il s'ajoute, et je terminerai vraiment par là, il s'ajoute un dernier point, parce que ce discours-là, il y a 3 mois, n'aurait pas été tenable parce qu'on n'avait pas suffisamment de doses pour vacciner tout le monde, on n'avait pas suffisamment de centres de vaccination, on n'avait pas le temps requis pour faire la vaccination, tandis que là, désormais, on dispose de tout cela. Donc on a une faisabilité pratique de la vaccination qui est accompagnée par une faisabilité juridique de l'encouragement à la vaccination. Et la réponse dans 1 heure maintenant, puisqu'il est tout juste 19h. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat en direct ce soir dans LPL. Place au match.